Cette vidéo est la suite et dernière de cette saga, les deux précédentes portant sur l'arc de l'épéiste noire ainsi que l'arc de l'âge d'or, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Il reste encore deux autres arcs à couvrir, celui du Faucon millénaire ainsi que celui de Fantasia, mais ça arrivera peut-être plus tard. Pour l'instant, nous allons attaquer l'analyse de l'arc de l'ère des châtiments. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, lâchez un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive. Alors sans plus tarder, passons à la lecture. Dans l'arc de l'ère des châtiments du manga Berserk, nos héros Guts et Casca, les seuls survivants de l'éclipse de Griffith et de son ascension vers la divinité sombre, sont à bout de souffle. L'esprit de Casca est naturellement brisé et Guts est le fantôme d'un homme rempli de rage. À travers cet arc, ils se séparent puis reviennent ensemble, toujours en détresse, mais ensemble, et plus forts pour cela. Miura commence le processus de guérison de nos deux adorables personnages. Dans le monde médiéval X Dark Fantasy de Berserk, ceux qui sont marqués comme un sacrifice cosmique doivent fuir les démons pour toujours. Les puissances élevées, expressément mauvaises, telles que la main de Dieu, façonnent la terre avec des esprits envoyés librement des enfers vers le meurtre. L'humanité est finalement à la merci de bêtes affamées et accablantes. Guts devient l'épéiste noire pour consommer une chasse folle contre de tels habitants des ténèbres. Massacrer des démons est la seule vengeance qu'il peut poursuivre. Femto ou bien Griffith étant monté bien au-delà de sa portée. Seul et incapable de faire autrement, Guts laisse Casca à son dernier compagnon, ainsi qu'à Godot, le forgeron légendaire, alors qu'il s'engage dans les mésaventures démoniaques dans le désert du monde entier. Et bien que le chemin de Guts soit celui de la douleur et de la tragédie traumatisante, son épée traverse les airs et inspire l'espoir à tous ceux qu'il rencontre. C'est un héros, même si son visage crie aux méchants pour les non-initiés. L'elfe magique, Puck, s'associe à lui et apprend régulièrement le passé vicieux que nous avons déjà vu. Guts tue les démons principalement par vengeance, mais il les tue sauvant des vies humaines. Dans Berserk, Guts est le héros de l'humanité. Dans la finale de cet arc, une fois de plus, face au traumatisme surnaturel que lui et Casca ont vécu dans une sombre récurrence de l'éclipse, Guts se réconcilie enfin avec une mission au-delà de la chasse, de la rage, de la haine. Cette mission est Casca, son véritable amour, de ne plus jamais la perdre. Dans le combat final explosif lui-même, l'épéiste noir doit manier son épée en tant que protecteur de ses proches et pas seulement pour une rétribution personnelle et sanguinaire. À travers plus de sang et de tragédie, Guts et Casca sont destinés à être ensemble. C'est de cela qu'il s'agit dans l'arc de l'ère des châtiments. Comment Guts se retrouve, se transforme de chasseur en héros, de bête en humain et change à nouveau le destin. Cette fois, cependant, Guts et Casca font plus que survivre. Un chemin crépusculaire s'étendait devant eux vers un ennemi passé et un futur ensemble. Cet arc présente la transformation de Guts en épéiste noire. Il ne lui reste plus qu'un œil et un bras assoiffés de sang et brandissant le Dragon Slayer. Démon, il le hante dans l'arc de l'épéiste noire et maintenant nous comprenons pourquoi, à partir du lent flashback qu'était l'arc de l'âge d'or. L'arc de l'ère des châtiments fusionne notre chronologie avec maintenant, avec cette époque médiévale au milieu de bouleversements politiques et de transformations infernales, une dualité récurrente tout au long de la saga Berserk. Ceux qui affrontent les monstres peuvent le devenir, et pourtant, seuls ceux qui ont été touchés par les ténèbres peuvent lutter contre elles. Guts est marqué pour le sacrifice, en tant que principal compagnon de Griffith et survivant de la consommation par l'éclipse d'un rêve surnaturellement mauvais. Cela signifie qu'il est maudit. Pourchassé par les soldats morts-vivants et les apôtres démoniaques de la main de Dieu, Guts riposte avec une férocité le comparant à une bête. Comme les berserkers vikings d'autrefois, il noircit à plusieurs reprises son humanité afin de se perdre dans une violence prolifique, devenant ainsi plus efficace pour elle et plus éloigné de lui-même en conséquence. Contre les arbres et les insectes démoniaques et les elfes de la vallée brumeuse dirigés par Rosine, dans la lutte contre la grande chèvre et les apôtres imposants du Père,
Guts savoure absolument le combat, le plaisir peint sur le visage de Guts en assassinant, ce qui fait de notre épéiste noir un démon aussi fou que les monstres auxquels il fait face, déconcertante mais nécessaire pour mettre en valeur son arc de personnage. La principale conviction de Guts pour une grande partie de ce segment de la saga est celle de vivre cette citation classique. Les dragons sont des dragons parce que les humains ne peuvent pas les battre. Quelque chose de très clair dans la saga jusqu'à présent est la façon dont les démons se cachent dans les symboles et le discours de la divinité. Les démons sont les habitants les plus puissants de ce monde et il n'y a pas d'ange pour s'opposer à eux. Murat n'a pas conçu une guerre de sang sacré entre le paradis et l'enfer dans Berserk. Il n'y a que l'enfer. Ainsi, les démons utilisent ce pouvoir écrasant pour convaincre, posséder et autrement infiltrer les structures de pouvoir des populations humaines. Avec une influence surnaturelle née du sang et de la tromperie, la plupart des dirigeants de Midlang, politiques ou religieux, sont en fait des démons. La masse des paysans égare alors sa foi en de telles bêtes, conduites et contrôlées, souvent sacrifiées à leurs sombres rituels et à leurs caprices violents. Ces circonstances créent de sombres chances pour toute résistance humaine et de sombres réalisations pour ceux qui perdent espoir. Dans ce monde, il n'y a pas de stase entre les forces opposées du bien ou du mal. Le mal gagne continuellement. Les morts-vivants se lèvent, les apôtres règnent sur les villes et la main de Dieu façonne le destin à grande échelle dans tout le pays. Il incombe au berserk de Guts de faire le gros du bon travail. Mais à chaque rencontre, un combat mortel nécessitant sa plus grande habileté et sa fureur inhumaine. Dans cet arc, ce thème est ramené à la maison par un arc de personnages à 3 volets pour s'opposer au voyage de Guts, plongeant finalement Casca dans une situation désespérée et motivant un voyage de sauvetage. Malheureusement, il n'y a aucun moyen pour l'homme de changer le cours de ce festival, nous subsistons déjà dans le courant de la causalité. La plus grande tragédie de la vie de Guts est peut-être qu'il n'a jamais eu la chance de pouvoir poursuivre son propre rêve, ni même de réaliser pleinement ce que ce rêve pouvait être. Dès le début de l'âge d'or, le public le sait peut-être. Aimer Casca et s'échapper avec elle, peut-être fonder une famille avec elle, laissant enfin derrière lui son épée et la violence avec elle. Mais à l'époque, Guts n'a jamais eu la chance de le voir. Son départ de la bande du Faucon, provoqué en partie par les propres mots de Griffith sur les rêves et les compagnons, met en mouvement la fin de tout. L'âge d'or est brisé sur cette étendue de nature sauvage et dans ce lac de sang où Griffith a fermé ses doigts autour du Béélite et a souhaité la divinité. Maintenant, avec Casca malade et Griffith existant quelque part au-delà de l'espace et du temps, Guts est à nouveau seul, ou du moins le croit-il. Naturellement, il revient à ses instincts les plus bas, à son personnage de guerrier de base, le berserker, la bête qui tue les hommes et les démons avec brio. Guts raconte doucement, de manière inspirante, à Rickert la chose sauvage dans laquelle il envisage de se lancer. Pour Rickert, et pour nous, encore une fois, Guts est fort. Au cours de la première moitié de l'arc de l'ère des châtiments, Guts lutte contre la colère croissante en lui. Il s'évanouit de rage contre le monde, son injustice et ses propres échecs à trouver et à tuer Griffith. Pendant longtemps, il a cru que c'était le seul sort qui lui restait, traquer Griffith et lui faire payer pour ce qu'il a fait à Casca. À lui, à toute la bande du Faucon, la seule vraie famille que Guts ait jamais connue. Pouvons-nous vraiment lui en vouloir? Après tant de démons tués, tant de chasses furieuses où Guts a été forcé de noircir son humanité et de devenir un monstre imposant et inhumain pour tuer ses ennemis d'un autre monde, Guts commence à se perdre dans le personnage de l'épéiste noir. Il pue les ténèbres comme la bête des ténèbres lui chuchote à l'oreille, la manifestation même de la colère et de la soif de sang de Guts. La bête obsédante, l'ombre intérieure de Guts, menace de le dépasser. Et pourtant, notre héros est plus fort. Il déclare fermement son humanité à Puck dans un ensemble transcendant de panneaux qui dépeignent Guts. Une fois de plus, surmontant même l'idée de succomber à une telle obscurité, de s'abaisser au niveau de Griffith et de séduire quelque chose comme la démonité. Après des années d'absence, lorsque Guts revient à Godot et Rickert,
Casca a disparu, perdu dans les esprits sombres du monde, éloigné de leurs soins par sa marque fatale. Dévasté et enragé, Guts ne se réaligne qu'après avoir entendu les paroles de sagesse du forgeron mourant, celui qui est venu le comprendre de loin dans l'observation attentive que seul un ancien peut fournir. Avec les conseils de Godot, Guts réalise son vrai destin et la source de sa force. Casca. Dans un magnifique ensemble de panneaux de Miura, notre héros jure de ne plus jamais la perdre. Les retrouvailles de Guts avec Casca sont exquises. Non seulement son immense force et sa conviction résolue se marient en un moment transcendant d'héroïsme bouleversant le destin pour elle. La volonté de Guts de se battre. Les tripes peuvent en effet avoir le pouvoir d'arrêter complètement le destin pour sauver Casca ou pour tuer Griffith. Avec Casca et un nouveau groupe de dignes compagnons à ses côtés, le destin final de Guts en tant que sublime lutteur et gardien contre les ombres divines est actualisé. Même avec la peur, la rage et l'incertitude du retour de Griffith dans le monde matériel, devant les yeux écarquillés de ses anciens et plus proches compagnons, Guts et Casca peuvent aller de l'avant ensemble, plus forts pour cela. Depuis ce jour, j'ai peur d'errer la nuit, mais j'avais oublié que c'est un monde sur lequel le soleil se lève.